mutuelle des agents des services publics locaux, et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas du tout apprécié. Après le soutien de Theresa May à son ambassadeur aux États-Unis, Donald Trump se réjouit ce lundi par tweet du prochain départ de la Première ministre britannique. Theresa May qu'il désigne comme responsable, dit-il, de la pagaille actuelle pour avoir mal géré le Brexit. Quant à l'ambassadeur britannique à Washington, il n'aura plus de contact avec lui. Je dirais que le Royaume-Uni et l'ambassadeur n'ont pas bien servi leur pays. Je peux vous le dire, nous ne sommes pas de grands fans de cet homme et il n'a pas bien servi le Royaume-Uni. Comme toutes les championnes et champions américains, les footballeuses devraient recevoir une invitation pour aller à la Maison-Blanche. Mais si cette victoire est celle du football, c'est aussi celle de la minorité LGBTQ. Plusieurs joueuses américaines, comme d'autres dans ce mondial, ont en effet affiché leur homosexualité ouvertement. Les joueuses sont invitées ce mercredi pour une grande parade à New York. Quant à aller à Washington, voir Donald Trump, c'est une toute autre affaire. Nous avons dit publiquement, je l'ai dit publiquement, nous ne voulons pas aller à la Maison-Blanche. Je pense donc que c'est la raison pour laquelle l'invitation n'est pas encore arrivée. Elle a peut-être été envoyée par la poste et c'est un peu lent pour arriver ici, mais j'en doute. Je suis un révolutionnaire, mais je ne suis pas un criminel. Un révolutionnaire au service d'une cause, la Cour pénale internationale visiblement n'a pas mordu. Qu'il le veuille ou non, Bosco Ntaganda est l'un des visages des violences qui meurtrissent les Grands Lacs depuis 30 ans. Vous qui avez cherché l'hospitalité sans la trouver, je suis heureuse de vous accueillir dans ma cité. Les aînés, les Ulistes aujourd'hui, Christiane Jataï les a rencontrés en Palestine, en Afrique du Sud, au Liban. Sa pièce s'ouvre avec ce film projeté sur scène. La metteuse en scène brésilienne a demandé à des artistes, tous réfugiés, d'interpréter l'Odyssée d'Homère. Mon désir, c'est de construire une relation plus égalitaire entre nous et les autres. Et c'est pour ça que la salle se mélange avec la scène. C'est pour ça qu'il n'y a pas, la frontière n'est pas claire. C'est pour ça que quelqu'un peut traverser l'écran. Donc c'est un peu comme, ce n'est pas pour fermer la fenêtre, mais pour ouvrir la fenêtre. Voilà, on intervertit les choses. Notre invité politique Olivier Faure est en retard. Le premier secrétaire du Parti socialiste sera notre invité tout à l'heure à partir de 8h30. Bonjour Saveria, c'est Territoire Sénat qui démarre avec l'actualité parlementaire et politique et les titres de cette actualité ce matin. Bonjour à tous. La reconstruction de Notre-Dame de Paris déchire les parlementaires. Le gouvernement veut déroger aux règles en vigueur pour aller vite. Les sénateurs s'y opposent. Ils en débattront de nouveau aujourd'hui dans l'hémicycle alors que Mediapart révèle un scandale sanitaire aux alentours de la cathédrale, conséquence directe selon eux de l'incendie. Agnès Buzyn dévoile les pistes du gouvernement pour lutter contre la pénurie de médicaments. En 10 ans, le nombre de traitements en rupture de stock a plus que décuplé. Une situation que dénonçait déjà un rapport parlementaire l'année dernière. Nous en parlerons avec la vice-présidente de la Commission des Affaires sociales, Catherine Deroche. Et puis une justice aux ordres dans l'affaire Benalla, c'est l'accusation grave que porte le constitutionnaliste Jean-Philippe Derozier. Dans une tribune au journal Le Monde, il conteste la décision du procureur de Paris de classer sans suite les poursuites contre 3 collaborateurs d'Emmanuel Macron. Il sera notre invité dans quelques instants. Mais tout d'abord, donc, veillée d'armes au Sénat pour la nouvelle lecture du projet de loi sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Les sénateurs restent très opposés à la vision du gouvernement qui veut déroger aux règles pour aller vite et pour atteindre l'objectif fixé par Emmanuel Macron de reconstruire la cathédrale en 5 ans. Le texte a depuis été modifié, mais les sénateurs préviennent, ils seront vigilants. Explication Adrien Develay. Députés et sénateurs n'avaient pas réussi à se mettre d'accord. L'article 9, qui prévoit un certain nombre de dérogations pour rebâtir la cathédrale rapidement, avait cristallisé les discussions. Des dérogations voulues par le gouvernement. Il ne faut pas qu'on se mente. On sait tous qu'il y a un certain nombre de règles. Enfin, comme tout système législatif, comme toute réglementation, il y a des choses qui sont
pas forcément idéales, notamment les procédures, et qui sont parfois des freins à toutes les restaurations qu'on peut faire dans nos territoires. L'article a depuis été modifié par les députés qui ont listé les dérogations possibles en matière d'urbanisme, d'environnement et d'architecture notamment. Les sénateurs resteront vigilants. Nous reprendrons ces dérogations telles qu'elles figurent dans le texte, mais nous irons explorer plus largement pour cet article 9 si toutes les dérogations sont bien clairement inscrites. Pour coordonner la reconstruction, les sénateurs ont proposé la création d'un établissement public administratif. Un amendement alors rejeté par les députés en commission, mais qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Quelle n'est pas notre surprise de voir que le ministre de la Culture, Franck Riester, lors du débat à l'Assemblée nationale sur ce qui aurait dû être les conclusions de la commission mixte paritaire, donc sur le texte des députés, eh bien, amende le texte en reprenant certaines de nos propositions. Je n'ai jamais vu ça de vie de sénatrice, transformer les textes en utilisant les propositions de l'autre Assemblée après les avoir rejetés en commission mixte paritaire dans cette dernière lecture. En cas de nouveau désaccord, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Près de 3 mois après l'incendie qui a ravagé la cathédrale, les experts ont encore du mal à estimer combien de temps prendra sa reconstruction. Et puis, conséquence de cet incendie, des taux de plomb 700 fois supérieurs à la normale ont été trouvés aux abords du site. Un scandale sanitaire révélé par Mediapart. L'Agence régionale de santé confirme que cette pollution au plomb, qui est un métal cancérigène, et parle d'événements sanitaires inédits. Marie Brémaud. Dans ce combat, c'est parole contre parole. D'un côté, l'autorité régionale de santé qui, le 9 mai et le 4 juillet, via des communiqués, a voulu rassurer les Parisiens sur les taux de plomb suite à l'incendie de Notre-Dame. L'autorité régionale de santé, l'ARS, affirme qu'il n'y a pas de risque sanitaire lié au plomb en matière de qualité de l'air et que la qualité de l'air reste bonne. Oui, mais voilà, il y a quelques jours, Mediapart a publié les chiffres. Des taux de concentration au plomb 400 à 700 fois supérieurs au seuil autorisé ont été relevés sur les sols à l'intérieur et aux alentours de la cathédrale Notre-Dame. L'association environnementale Robin des Bois avait alerté les autorités dans les jours qui ont suivi l'incendie. Elle dénonce aujourd'hui la loi du silence qui prévaut depuis plus de 2 mois. Tout va bien, tout va bien. La préfecture de Paris, agence régionale de santé, mairie du 4e, tout va bien, il n'y a pas de problème. Ce qui compte, c'est que le tourisme continue, que les bateaux-mouches passent, que les terrasses de café soient pleines et la santé du public, ça passe derrière. Les risques sanitaires liés au plomb sont bien connus, comme le saturnisme, des effets graves qui attaquent le système nerveux, mais qui peut aussi atteindre les globules rouges et le système digestif. Là aussi, l'association dénonce un manque criant de réactions adéquates. Depuis le début, il aurait fallu, compte tenu des centaines de tonnes de plomb qui étaient en incandescence, évacuer les quais, empêcher les attroupements, dire sur les radios publiques qu'il ne fallait pas rester sur les terrasses dans les arrondissements en aval du panache. Si l'agence régionale de santé se veut rassurante, elle continue tout de même d'appeler les riverains à des mesures de précaution comme se laver les mains régulièrement. Les enfants en bas âge et les femmes enceintes sont invités à ne pas se rendre à proximité de la cathédrale. Le gouvernement dévoile ses pistes pour lutter contre la pénurie de médicaments. En 10 ans, la situation a périclité. 10 fois plus de médicaments sont en rupture de stock. Une situation que dénonçait déjà un rapport parlementaire l'année dernière. Explication Fabien Recker. Ces dernières semaines, c'est la cortisone qui est venue à manquer. Cette pharmacienne, habituée des pénuries, a dû se débrouiller pour satisfaire ses clients. On s'est rabattu sur un dérivé où il fallait changer le dosage parce qu'il fallait diviser par 7 pour avoir le bon dosage. Mais bon, ça a été plus compliqué. En 2018, l'Ordre des pharmaciens comptabilisait 431 médicaments en rupture de stock. Des vaccins, des traitements contre la maladie de Parkinson, mais aussi des anticancéreux, dont la pénurie compromet les chances de guérison des patients. Ce porte-parole des usagers du système de santé pointe la responsabilité des laboratoires. On a les pénuries au long cours, typiquement médicaments contre le Parkinson par exemple récemment, les pénuries au long cours qui sont principalement dues à des stratégies financières de la part des industriels. Et après on a des pénuries qu'on appelle plutôt pour nous des ruptures qui sont dues
à un fonctionnement de la chaîne de dispensation à flux tendu. Une fragilité de la chaîne de production et de distribution déjà soulevée par un rapport du Sénat l'année dernière. Les sénateurs pointaient aussi le manque d'indépendance sanitaire de la France face à une forte concentration de la production en Chine et en Inde. Dans sa feuille de route rendue publique lundi, la ministre de la Santé veut renforcer la transparence et la coordination, notamment européenne, afin de prévenir les risques de pénurie. Voilà, on poursuit l'actualité parlementaire et sa revue ce matin avec dans un instant l'interview politique. A tout de suite. Bonjour Catherine Deroche, sénatrice LR du Maine-et-Loire. Merci d'être avec nous sur ce plateau ce matin, un peu en avance. Bonjour Catherine Deroche, vice-présidente de la Commission des affaires sociales. On vient de voir ce sujet sur la pénurie de médicaments. Le gouvernement a annoncé des mesures. Il y a déjà eu un rapport parlementaire l'année dernière. Comment on explique cette pénurie de médicaments et pourquoi on n'arrive pas à l'enrayer ? Alors, c'est vrai que nos collègues Yves de Digny et M. Decolle ont fait ce rapport l'an passé, parce que c'est un réel sujet, notamment sur des médicaments dont on voit l'importance par rapport aux patients lorsqu'on est sur des corticoïdes, sur des anticancéreux, et qui génèrent une véritable angoisse pour les patients. Donc, ils se sont penchés sur le sujet. Ça va faire l'objet sans doute d'une proposition de loi. Mais la ministre a pris hier des mesures, notamment de gestion au niveau européen, de coordination. L'explication... Pas de sanctions. Non, pas de sanctions. On a l'impression qu'il y a un moment, en effet, les laboratoires, étant les répartiteurs, n'arrivent pas à s'organiser pour qu'il n'y ait pas d'anticipation de la gestion des stocks. Mais les préconisations qui ont été émises dans le rapport parlementaire l'année dernière n'ont absolument pas été retenues ? Non, certaines ont été retenues un peu au PLFSS, mais lorsqu'on les présente dans des textes, à chaque fois on nous dit... PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Même dans la loi santé, certains ont voulu revenir sur ce sujet. À chaque fois on nous dit « Ah, mais ce n'est pas l'objet du texte ». Mais à un moment, il va bien falloir se pencher sur le sujet. Notre collègue Jean-François Rapin avait d'ailleurs posé une question d'actualité sur les pénuries de corticoïdes. Mais vous demandez quoi ce matin au gouvernement ? Il faut en faire plus ? Il faut de toute façon être efficace et ça doit nécessiter des moyens supplémentaires d'organisation et de gestion des répartiteurs et de dialogue avec les producteurs de médicaments et les laboratoires pharmaceutiques, parce qu'on est toujours sur des plans, des mots, mais maintenant il faut les moyens derrière qui permettent que l'action se fasse. Autre sujet terrible dans l'actualité, les féminicides. Vous avez signé une tribune qui a été publiée. Où est la grande cause du quinquennat ? Un Grenelle est annoncé pour la rentrée à Matignon. Quelles mesures attendez-vous pour que les choses changent vraiment ? Est-ce que le gouvernement devrait agir plus vite, ne pas attendre la rentrée ? Alors, ce qui est un peu surprenant dans cette annonce du Grenelle, même si elle est plutôt bien accueillie par les associations, c'est qu'il y a plusieurs mois, la ministre Schiappa avait donné ces violences contre les femmes comme une grande cause nationale. Et on voit bien que les chiffres sont effarants depuis le début de l'année par rapport au nombre de femmes tuées par leurs conjoints ou ex-conjoints. Donc, d'une annonce de grande cause il y a quelques mois, on se rend compte que les moyens n'ont pas été donnés, là encore. Il n'y a pas eu suffisamment de moyens faits. Et je pense une prise de conscience au niveau de la justice. D'ailleurs, la garde des Sceaux le dit bien. Ces femmes, pour la plupart, avaient déjà signalé la présence d'un conjoint violent ou d'un ex-conjoint, de menaces. Et on a l'impression qu'entre le moment où la menace est dénoncée auprès de la justice, il y a tout ce temps de latence qui fait que les choses ne bougent pas. Et je pense que c'est là où il faut vraiment agir au niveau... lorsque une femme est menacée, tout de suite, il faut qu'il y ait un éloignement mais efficace et contrôlé du conjoint ou de l'ex-conjoint violent, parce qu'on est sur plusieurs cas récents où c'était vraiment des plaintes déposées, des signalements faits, et puis rien ne bouge. La République a failli, comme l'a dit le président Emmanuel Macron. Moi, je pense qu'il y a eu une annonce forte et derrière, des moyens qui ne suivent pas. On est dans beaucoup de situations où, sur le principe, tout le monde est d'accord pour en faire une grande cause, pour dire ce sujet-là est un sujet majeur. Mais derrière, les moyens donnés à la justice, notamment, ou aux forces de police, sont insuffisants. Autre sujet, Catherine Deroche, vous venez de rendre votre rapport sur les abus sexuels sur mineurs. Quels sont les principaux enseignements de votre travail ? Alors, notre mission a énormément travaillé depuis plusieurs mois, puisque nous avons fait plus d'une centaine d'auditions, rencontré 160 personnes, fait des déplacements. Nous avons consacré un temps important aux abus sexuels.
dans l'Église, puisque c'était une des demandes initiales de notre rapport, nous nous sommes concentrés sur les abus sexuels en institution, éliminant ainsi toute la sphère familiale, qui est le gros pourvoyeur, le terme n'est pas très élégant, mais gros pourvoyeur de violences sexuelles sur mineurs, donc en institution et par des adultes sur des mineurs. Nous nous sommes attachés à plusieurs points. Le premier, c'était comment on protège les enfants et comment on détecte les signes de violence subis par ces enfants. Donc une véritable formation de tous les encadrants d'enfants. Comment on signale des faits qui sont produits, que ce soit dans différentes Donc concrètement, ce que vous proposez, c'est la protection, le signalement, c'est ça, l'encadrement, la formation, le soutien aux victimes, savoir bien recueillir la parole des enfants et les accompagner. Et plus on le fait tôt, plus l'enfant va se reconstruire. On voit en effet que lorsque le délai entre la parole et la reconnaissance des violences subies est long, la reconstruction des victimes est complète. Et ce qu'on souhaite aussi, c'est avoir une véritable vision à la fois épidémiologique et criminologique du nombre de violences sexuelles subies par les enfants. Nous demandons un observatoire. Nous avons assez peu travaillé sur la loi Schiappa de l'an passé, dont c'était un des thèmes, mais nous souhaitons une véritable évaluation de la loi Schiappa, parce que là encore, on est un peu dans le même parallèle qu'avec les violences sur femmes. Des annonces ont été faites, la loi a été modifiée, mais on a l'impression que les peines ne suivent pas. C'est insuffisant, vous nous dites. Quand on lit les jugements, alors c'est compliqué d'intervenir dans la justice, mais on a l'impression que la prise de conscience n'est pas réelle, et il faut cette évaluation de la loi Schiappa, mais qu'elle ne soit pas faite par un seul rapporteur de l'Assemblée nationale. Nous souhaiterions que l'évaluation soit faite vraiment par un groupe pluraliste et à la fois sénateurs et députés. Autre grand sujet sur lequel vous venez de travailler, c'est la réforme de la santé qui vient d'être votée. Vous avez notamment travaillé sur la question du secret médical. Est-ce qu'il faut clarifier les conditions dans lesquelles ce secret médical serait levé? Oui, nous souhaitons poursuivre par un travail de la mission Commission des lois et Commission des affaires sociales sur la notion de secret pour les travailleurs sociaux, secret partagé, mais également secret médical et éventuellement aussi secret de la confession qui est assimilé à un secret professionnel. Il existe une obligation de dénoncer lorsque l'on connaît des faits qui relèvent du crime, et les violences sexuelles, c'est de la pédocriminalité, mais il y a une protection de certaines professions par ce secret médical, de façon à ne pas rompre le lien de confiance. Nous souhaitons clarifier la situation parce qu'on a l'impression qu'il y a une méconnaissance d'une option de conscience qui existe pour les médecins notamment, de pouvoir lever ce secret médical sans être condamnés eux-mêmes, et il faut vraiment que cette position soit clarifiée avant d'aller éventuellement vers une obligation. Que médecins et patients ne connaissent pas suffisamment leurs droits en ce qui concerne le secret médical. Beaucoup de médecins se retranchent derrière le secret médical en disant si je me délie de ce secret médical, je suis susceptible d'être condamné pour rupture du secret médical. Or, il y a une option de conscience qui a été votée il y a quelques années qui permet justement dans certains cas aux médecins de ne pas être poursuivis s'ils dénoncent. Donc, on va aller un peu plus loin dans cette mission qui va commencer au mois de septembre. Dernier grand sujet concernant ces questions de santé. J'aimerais vous entendre sur la PMA. C'est le prochain grand débat parlementaire des semaines et des mois à venir, à la loi de bioéthique. Une commission spéciale va être mise en place au Sénat et puis une autre à l'Assemblée pour justement étudier ce texte. Comment abordez-vous ces débats? Dans quel état d'esprit êtes-vous sur cette grande loi de bioéthique comprend donc l'autorisation de la PMA pour toutes les femmes? Alors, je souhaite que la loi de bioéthique, elle ne soit pas concentrée uniquement sur la PMA, même si ça va être le sujet. Ce n'est pas le cas. Non, mais ça va être le sujet médiatique, mais il y a des sujets majeurs derrière. Mais comment abordez-vous l'examen de ce texte? Moi, je l'aborde de façon sereine, et j'espère que le débat sera serein et respectueux. Sur l'ouverture de la PMA. On est sur un geste qui est différent de ce qu'était la PMA jusqu'ici, qui constituait à pallier des difficultés médicales d'impossibilité pour un couple d'avoir un enfant. Là, on est sur une ouverture d'une méthode qui permettra en effet, pour une question de désir d'enfant, tout à fait légitime d'ailleurs, d'ouvrir la PMA soit à des couples, soit à des couples de femmes, soit à des femmes seules. Moi, je souhaite, ma position, elle va être
elle va être fixée clairement à l'issue des débats. Il y a un point sur lequel moi je suis très attentive. Je pense qu'un enfant a droit à ses origines. On va voir ce qu'il y a dans le texte. Donc ça, c'est la question de la filiation. Ah oui, moi je pense que pour la filiation, un enfant est toujours né d'un père et d'une mère. Et le droit aux origines, mais on a eu le débat aussi sur l'accouchement sous X, je pense qu'un enfant doit savoir d'où il vient. Et ce don anonyme... Donc il faut lever l'anonymat des dons. J'y serais plutôt favorable. On va voir lorsqu'on aura poursuivi les auditions. Je pense qu'on voit trop d'enfants en souffrance de ne pas savoir d'où ils viennent. Et l'idée de dire à un enfant, tu as 2 mamans ou tu as 2 papas, non. Un enfant, il a toujours un papa, une maman. Après, on peut être élevé dans des situations familiales différentes. Mais je pense qu'on arrive maintenant à derrière ce droit à l'enfant et derrière cette notion d'égalité, à ne plus voir ce qu'est une réelle filiation. Donc moi, je souhaite que ce débat soit très poussé. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Un autre sujet qui concerne votre département, le Maine-et-Loire, qui a pris des mesures pour protéger les ressources en eau. Oui. La baisse des niveaux des nappes souterraines et des cours d'eau s'accentue là-bas. Papier dans le Courrier de l'Ouest, notre partenaire, qui indique que des zones d'alerte, nombreuses ont été décidées par la préfecture. C'est la première région horticole de France, il faut le rappeler. Oui. Oui, c'est une région horticole, mais c'est une région aussi où vendredi, j'étais sur le plan régional santé-environnement, que je pilote un peu à la région des Pays de la Loire. Et on se rend compte que c'est une région aussi où la qualité de l'eau n'est pas excellente. Par rapport, par exemple... Bien qu'elle soit très drainée. Oui, très drainée, mais une qualité de l'eau qui est moins bonne, par exemple, qu'en Bretagne. Donc, c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait toutes ces restrictions. C'est lié à la fois au manque d'eau, au manque de pluie, mais également à la chaleur. Il y a des baignades qui sont interdites. Mais c'est vrai que ce sujet de la qualité de l'eau dans notre région et dans le département est un vrai sujet. Pas de problème sur l'eau potable, apparemment, pour l'instant. Non, pas de problème sur l'eau potable. Merci beaucoup, Catherine Doroche. Merci d'avoir été là. Autre sujet dans l'actualité en ce moment, la mobilisation contre la privatisation d'aéroports de Paris. Hier, ce sont les parlementaires communistes qui se sont réunis pour demander une véritable campagne d'information dans les médias de service public. Je vous propose d'écouter la présidente du groupe communiste au Sénat, la sénatrice Éliane Assassi. Nous avons des grands événements aussi à la rentrée, tels que la Fête de l'Humanité, où il y aura plusieurs stands qui seront dédiés au recueil des soutiens. Dans les localités, il y a des permanences qui sont organisées. Il y a par exemple la Marée Populaire qui organise une conférence de presse ce jeudi prochain. Donc je crois que toute cette dynamique va permettre effectivement à ce que des milliers et des milliers de gens puissent encore soutenir la demande de référendum et que nous puissions atteindre les 4,7 millions de soutiens. On a vraiment l'impression que le gouvernement est mal à l'aise avec cette demande de référendum. On dirait qu'ils ont une maladie honteuse. Ils ne veulent pas parler du site internet qui est mis en place par le ministère de l'Intérieur. Il est difficilement accessible. Nous avons demandé qu'il y ait une campagne de communication à travers l'audiovisuel public. Bref, sur toutes ces réponses, sur toutes ces questions, il n'y a pas de réponse. Voilà, on poursuit l'actualité parlementaire avec notamment ce qui se passe au Sénat et avec l'agenda ce matin. Absolument, ce matin à 9h, la mission d'information du Sénat sur les risques climatiques présente les conclusions de son rapport. Un rapport qui souligne que les politiques de prévention et d'indemnisation des catastrophes naturelles ne sont pas à la hauteur du changement climatique. Le rapport formule des recommandations concrètes, notamment proposer un système d'indemnisation plus efficace, juste et transparent, développer une véritable culture du risque dans notre pays, puis donner aux élus locaux les moyens de réduire leur vulnérabilité. À 10h, autre temps fort, examen du rapport sur la loi énergie-climat. C'est un des derniers grands textes de cette session, examen par la Commission du développement durable. Et puis à 18h, il faudra suivre l'audition de Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, auditionnée par la Commission des affaires sociales sur la future réforme de l'assurance chômage. Voilà, ça va, on va passer à la revue des unes de la presse quotidienne régionale. Revue d'actualité ce matin dans un instant. À la une des dernières nouvelles d'Alsace, les DNA des journaux du groupe EBRA, médicaments au compte-gouttes ce matin à la une. Oui, on vient d'en parler, la pénurie de médicaments devient un véritable problème de santé publique. Un Français sur 4 n'a pas pu disposer de son traitement pour des raisons de rupture de stock. Un phénomène en progression continue. En 10 ans, ce sont près de 20 fois plus de pénuries signalées selon les données de l'Agence nationale de sécurité du médicament.
Un phénomène qui s'accélère particulièrement ces dernières années. Le gouvernement dévoile donc ses pistes pour lutter contre cette pénurie. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, prône une meilleure information et davantage de coordination. C'est la République des Pyrénées. À la une, maintenant, l'orage a frappé très fort dans la région. Oui, jusqu'à 600 foyers privés d'électricité lundi soir dans le Béarn en raison de violents orages. La commune d'Assat a été la plus touchée par ces coupures. L'est de Pau également, particulièrement impacté. À Borde, vers 17h30, des arbres sont tombés sur la route. Ça a coupé la circulation. Puis les grêlons sont tombés en masse. Des grêlons énormes qui ont tenu au sol. À la une de la Voix du Nord, c'est nos forêts qui ne sont pas des décharges, bien évidemment. Ouais, face aux décharges sauvages qui s'accumulent dans les massifs forestiers, l'ONF a une solution. Elle a dissimulé des caméras. Objectif, identifier les contrevenants et les sanctionner, car les dépôts sauvages, notamment ceux du BTP, deviennent une plaie pour les agents de l'Office national des forêts. Ce sont des caméras thermiques qui surveillent donc les endroits clés de certaines forêts. Voilà, à la une de Ouest France, le maillot jaune, ça y est. Oui, pour Alaphilippe. Voilà, Julien Alaphilippe qui s'est offert hier un numéro en solitaire sur les routes de Champagne. Il prend le maillot jaune à Épernay. C'est là où tout le monde l'attendait. C'est une première française depuis 99 étapes. Et le cours intermède, une journée de Tony Galopin en 2014. L'an dernier, Alaphilippe, il avait attendu la montagne pour triompher au Grand Bornand et à Luchon. Il avait ramené à Paris le maillot de meilleur grimpeur. Il a 27 ans. Il complète ainsi un début de saison qui est particulièrement prometteur puisqu'il est déjà numéro 1 mondial. C'est le chouchou des Français, le nouveau. Voilà, à la une du bien public, c'est vendangeur, la perle rare, il en manque. La Côte d'Or manque de main-d'œuvre. Des centaines de postes sont à pourvoir et Pôle emploi a même lancé une grande campagne de recrutement pour les vendanges. Généralement, ces contrats durent 1 à 3 semaines. C'est souvent l'occasion pour les étudiants, les retraités ou encore les personnes en recherche d'emploi d'arrondir leur fin de mois. Voilà, et c'est l'œil de l'heure de l'éclairage maintenant, avec Jean-Philippe de Rosier qui arrive, il est là dans un instant. À tout de suite. Le voici, le voilà. Bonjour Jean-Philippe de Rosier. C'était la course ce matin. Il s'est dépêché pour nous voilà rejoindre. frais. Jean-Philippe, merci d'être là. Merci beaucoup. C'était la blague de la dernière. Voilà. On va parler avec vous de cette tribune assez virulente que vous publiez dans le journal Le Monde sur l'affaire Benalla. Vous dénoncez une justice aux ordres. C'est pas un peu caricatural? C'est peut-être caricatural et en réalité, je l'espère. Parce que sinon, c'est plus qu'alarmant, c'est dramatique pour notre démocratie. Nous avons un procureur de la République de Paris, Rémi Heitz, qui a été saisi des suites de l'affaire Benalla, et en particulier de suspicions de faux témoignages de la part de 3 plus proches collaborateurs du président de la République, son secrétaire général, Alexis Kohler, son directeur de cabinet, Patrick Stroda, et le chef du groupe de sécurité de la présidence de la République, le général Lavergne. Les sénateurs suspectaient un faux témoignage, ils ont saisi le bureau, on a suivi toute cette affaire. Le président du Sénat a transmis à Rémi Heitz, qui a engagé ouvert une enquête préliminaire à leur rencontre, et il y a quelques jours maintenant, il décide de classer sans suite. Bon, c'est son droit. Jean-Philippe, tout ça, ce sont les faits. Mais en quoi la justice est aux ordres du pouvoir ? J'y viens. Parce qu'il faut bien retracer tout cela pour bien comprendre. Dans son communiqué de presse, Rémi Heitz indique que Patrick Stroda, le directeur de cabinet, a effectivement omis de signaler des missions d'Alexandre Benalla. Donc il reconnaît le faux témoignage, mais il décide néanmoins de classer sans suite. Et c'est là où tout cela interpelle. Et il faut... pour les gens comprennent bien, c'est le mensonge par omission qui qualifie les faits de parjure, c'est ça votre sens ? C'est pas seulement un mensonge par omission, parce que Patrick Stroda, les sénateurs lui ont demandé quelles étaient les missions d'Alexandre Benalla. Il en a énuméré 3. Jamais il n'a cité des missions de sécurité. Il a même précisé qu'il n'avait pas de mission de sécurité. Or, la première mission dans la fiche de poste de M. Benalla, c'est une mission de sécurité. Seulement, M. Stroda, pendant ses auditions, s'est référé à cette note en disant « il y a une note, etc. » Et le procureur de la République dit « il n'y a pas faux témoignage parce que pendant son audition, M. Stroda s'est référé à cette note. » Et là où il y a une justice qui serait aux ordres, c'est que M. Heitz, on se souvient des circonstances dans lesquelles il a été nommé en septembre et début octobre dernier. Il avait été auditionné par le chef de l'État et il a été nommé après un deuxième appel à candidature alors que
3 candidats proposés par la chancellerie n'avaient pas été nommés, vraisemblablement parce que le chef de l'État n'en voulait pas. Vos accusations, vous n'avez néanmoins pas le sentiment que le Sénat est allé d'une certaine façon trop loin dans cette affaire, qu'il y avait un parfum, j'allais dire, de règlement de compte politique, que le Sénat est sorti de son rôle? Non. Quand vous avez quelqu'un qui est auditionné par des sénateurs, vous lui demandez que fait telle personne dans vos services, en l'occurrence M. Benalla. Il énumère des missions. On lui pose une deuxième question, est-ce qu'il a des missions de sécurité? Non, il n'en a pas. On a une fiche de poste, la première ligne c'est en charge de la coordination des services de sécurité de la présidence de la République. Ce n'est pas une question politique, c'est bien une question de non-cohérence entre les dires et les faits et la fiche de poste. Merci Jean-Philippe, merci beaucoup. Un garçon virulent. Merci. Moi, très pacifique. Merci beaucoup Jean-Philippe. Dernière émission. Merci, c'était un plaisir de partager cette matinale avec vous. Et on vous suit dans vos tweets. Tout de suite, c'est la météo des territoires. Le temps qu'il fait en France, bleu, bleu, bleu partout, avec des orages un peu. Et tout de suite après, c'est l'invité politique, Olivier Faure, qui sera en direct sur ce plateau. À tout de suite. Professionnel, avec Coyote Business, géolocalisez vos véhicules et pilotez votre flotte en temps réel. Coyote Business vous présente la météo des territoires. Coyote Business vous a présenté la météo des territoires.